Répression et condamnation à mort à la base, changement au sommet en Chine. Le modéré Zhao Ziang, qui avait compris la révolte des étudiants, officiellement remplacé aujourd'hui par l'ancien maire de Shanghai, chargé de conduire le retour à l'ordre communiste dans tout le pays. Elles s'estiment mal considérées, mal payées et débordées dans leur travail. Les éducatrices et puéricultrices des crèches parisiennes sont en grève et le mouvement risque de s'étendre aux grandes villes de province. C'est déjà le cas de Marseille. Enquête dans ce journal. Sauvons les animaux. Ce samedi, Antenne 2 et la SPA recueillent des fonds pour faire fonctionner des dispensaires spécialisés destinés aux Français qui n'ont pas les moyens de faire soigner régulièrement leurs compagnons. Il y a en France 8 millions de chiens. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commencerons ce journal par 3 sujets d'actualité qui nous concernent pratiquement tous et de très près. D'abord, la garde de nos enfants lorsque dans un couple, mari et femme travaillent. Depuis une semaine, les éducatrices et puéricultrices des crèches parisiennes sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail, une meilleure reconnaissance de leur profession et des augmentations de leur salaire. Et leurs collègues de province sont en passe de les rejoindre, comme par exemple à Marseille, où elles seront en grève à partir de lundi. À Paris, ce matin, des mères de famille avaient décidé de soutenir l'action des personnels des crèches en manifestant à leur manière. Enquête d'Alain Doubeski et Christian Leroux. Ce matin, des couches-culottes usagées volaient parfois très bas en direction des forces de l'ordre. Un coup de main donné au personnel des crèches par les parents en colère. Elles ont raison de demander ce qu'elles demandent. C'est pour le confort et la sécurité de nos enfants ce qu'elles demandent. On est en colère contre la mairie de Paris et le gouvernement qui se renvoient la balle, qui ne veulent pas négocier. Ça fait presque 3 semaines et on se demande ce qui se passe. Il faut savoir que les crèches parisiennes dépendent de la mairie, toutes les autres du ministère de la fonction publique où une réunion doit avoir lieu le 5 juillet à propos des salaires. La ville de Paris attend, elle s'alignera sur les propositions du ministère. Côté salariés, on reste déterminé. Les revendications sont tout d'abord des revendications salariales. Le personnel de la petite enfance est un personnel sous-payé alors qu'il a une valeur éducative importante. C'est votre seule revendication, les salaires? Non, ce n'est pas la seule revendication. Nous demandons aussi une réorganisation des services, notamment au niveau des effectifs, de remplacement des congés, au niveau des formations, au niveau des évolutions de carrière. La mairie de Paris nous propose actuellement des négociations sur l'organisation du travail. En fait, nous voulons tout négocier parce que lorsqu'on reconnaîtra nos statuts et que l'on nous paiera honnêtement, on reconnaîtra aussi notre profession. Environ 1 millier d'employés des crèches parisiennes sur les 3000 que compte globalement la capitale étaient présentes hier à l'Assemblée générale. Parmi elles, des éducatrices, salaire de début 5600 francs, niveau bac plus 2 ans d'études. Des puéricultrices, 6200 francs, bac plus 4 ans d'études. Les augmentations demandées varient entre 300 francs pour les débutantes et 1000 francs en fin de carrière. Deuxième sujet de préoccupation très proche de nous, la pollution des côtes françaises, avec une initiative généreuse menée au large de Cannes en Méditerranée, dont les eaux sont menacées de mort par asphyxie dans la mesure où les herbes qui poussent au fond de l'eau et qui fournissent l'oxygène indispensable à la vie sous-marine sont en voie de disparition. Un groupe de bénévoles a donc décidé de repiquer ces herbes, un véritable travail de titan. Reportage de Patrick Esther et Aimé Mayol. À quelques centaines de mètres de la côte, dans cette zone où la lumière peut encore traverser l'eau, les fonds de la Méditerranée sont bordés par une forêt constituée de posidonie. Des plantes qui existent depuis des centaines de millions d'années et qui ont permis à la vie d'exister dans cette mer. Aujourd'hui, ces herbiers se meurent, victimes de la pollution, engrais, détergents, pesticides, mais victimes également de l'aménagement de nouveaux ports qui modifient les courants et perturbent les fonds. La posidonie apporte énormément d'oxygène, donc si elle disparaît, il n'y a plus d'oxygène, c'est l'équivalent de la forêt sur la Terre. Et donc la perte d'oxygène signifie qu'il n'y a plus de poissons, qu'il n'y a plus de vie dans cette frange littorale qui est très étroite et qu'il faut absolument préserver. Dès 1972, un marin-pêcheur, George Cooper, avait eu l'idée de reproduire ces plantes en aquarium, puis de les replanter en mer en les accrochant sur des carrés de béton. Son association, constituée de bénévoles, a ainsi réimplanté 85 000 boutures. Il devient pourtant urgent de passer la vitesse supérieure, car si 10 ans suffisent pour faire disparaître une forêt de posidonie, il faut 40 ans pour reformer une touffe de 3 mètres de diamètre à partir d'une bouture. L'université de Nice,
L'Institut français de recherche Ifremer, la Lyonnaise des eaux, intensifie maintenant les recherches pour mieux comprendre ces phénomènes de destruction et voir comment assurer la meilleure reprise possible aux boutures. Tout est à faire, tout est à inventer, c'est l'agriculture sous-marine. Et donc nous faisons de multiples expériences pour savoir quelle est la meilleure façon de faire pousser ces plantes sous-marines très particulières en mer. 80% des poissons de la Méditerranée vivent et se reproduisent grâce à la Posidonie. Privée de cette plante, la Méditerranée deviendrait un désert. Troisième sujet de préoccupation à la veille des premiers départs en vacances du mois de juillet. Malheureusement, revoici les traditionnels incendies de l'été. En Corse, dans le Midi et en Bretagne. Sécheresse, Mistral, malveillance, les trois raisons de ces incendies. Reportage d'Agnès Poirier et Jean-François Georgetti. L'été commence à peine, mais déjà les premières alertes au feu. Hier, 6 incendies se sont déclarés dans les Bouches-du-Rhône et le Var, 4 en Corse. Ici à Calas, dans la région d'Aix-en-Provence, tout l'après-midi, 300 pompiers ont lutté contre les flammes, avec des camions-pompes et des canadaires. Bilan, 100 hectares dévastés. Depuis le début de l'année, 5000 hectares ont déjà brûlé. C'est plus que pour toute l'année dernière. Responsable, le Mistral. Les incendies ne se déclenchent que les jours de grand vent, mais surtout la sécheresse. Il n'a pas véritablement plu depuis le mois d'avril et la végétation est déjà sèche comme au mois d'août. Nous sommes dans une zone rouge, dans une situation difficile et il faut que la population comprenne très bien que par ces chaleurs et ces vents, n'importe quel feu peut devenir rapidement une catastrophe. Donc les risques de feu est important, il faut la plus grande prudence, pas jeter de mégots, pas faire de feu, enfin tout ce qui peut provoquer un incendie doit être aboli et les gens doivent avoir conscience que le moindre feu, la moindre étincelle peut provoquer une catastrophe dans ces régions. Ici au Circosque, responsable des interventions contre le feu pour tout le midi de la France, on ne cache pas son inquiétude. Bien sûr, des canadaires survolent en permanence la région et peuvent ainsi intervenir quelques minutes après la détection de l'incendie. Mais faute de météo, en grève à Marseille depuis un mois, on ne peut faire aucune prévision. Seule certitude, pour les pompiers du midi de la France aussi, l'été sera chaud. L'actualité à l'étranger maintenant, répression et condamnation à mort pour les manifestants du mois de mai en Chine, mais aussi changement de tête au sommet de l'État avec la nomination d'un nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois. L'homme qui remplace M. Zhao Ziyang, jugé trop modéré vis-à-vis des étudiants dont il avait compris la révolte, se nomme Jiang Zemin, ancien maire de la principale ville du pays, Shanghai. Il doit incarner le retour à l'ordre communiste. Jérôme Bonny. Jiang Zemin, le tombeur de Zhao Ziyang. Réformateur, mais avec une prudence presque féline, en suivant le courant, toujours à l'ombre de Deng Xiaoping, dont la vieille garde semble aujourd'hui triompher. De sa résidence de Shanghai, Jiang répond ici à une interview de la télévision yougoslave en 87, alors qu'il est encore maire de la vitrine de la Chine. Mais la victoire de Deng, aujourd'hui, ce n'est pas cet apparatchik policé au profil bas, dont on ne sait pas combien de temps il pourra rester à la tête du parti. Non, la victoire des conservateurs, c'est la belle unanimité avec laquelle les membres du comité central, enfin réunis, ont voté l'éviction de son prédécesseur. Zhao Ziyang, accusé d'avoir soutenu le mouvement contre-révolutionnaire des étudiants. Ici, le 19 mai, il s'excuse auprès d'eux d'être arrivé trop tard. Il sait que dans quelques heures sera proclamée la loi martiale. Son successeur, lui, fut le premier haut dignitaire régional du parti à approuver publiquement cette loi martiale. Changement de tête au sommet de l'État en Chine, répression et condamnation à mort pour les manifestants du mois de mai, à la base. Bien qu'elles soient sans influence sur les dirigeants chinois, eh bien les manifestations de soutien se poursuivent. À Hong Kong, tout d'abord, aujourd'hui, où vit une importante colonie chinoise. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues. Défilé également à Paris en signe de solidarité. Reportage de Valérie Fourniou et Frédéric Pasquet.
Un rassemblement pour ne pas oublier Pékin et les étudiants de la place Tiananmen comme Shen Jiang, exécuté il y a 2 jours. Un rassemblement pour que cela ne se reproduise plus. Plusieurs personnalités politiques, syndicales et artistiques. Barbara Hendricks, Madame Allende. Leur symbole, le même que celui des étudiants de Pékin, la déesse de la démocratie. Cette statue détruite par l'armée chinoise après le massacre de la nuit du 3 juin. Tout le monde a dans les yeux encore une image insupportable, celle d'un étudiant, les mains nues, qui arrête une colonne de tanks. Nous avons appris que cet étudiant a été exécuté sommairement, sans procès, d'une balle dans la nuque. Voilà ce qui est intolérable, ce qui est l'horreur, ce qui est inacceptable. Cet étudiant, ce martyr, est le symbole même maintenant de la révolution chinoise, celle des étudiants et celle de la liberté. De la Bastille, la manifestation s'est dirigée vers la place de la République. Les slogans « Liberté » et « Démocratie ». Malgré les menaces et la peur, certains osent parler à visage découvert. Je pense qu'en France, surtout, on devrait se mobiliser pour essayer de faire tout ce qu'on peut faire, faire de nos mieux pour sauver tous ces villas. C'est le minimum de choses qu'on demande. Ils défendent toute la vérité à l'envers. Alors, les gens, même du pays, croient que les étudiants du Pékin qui étaient sur la place Tiananmen étaient des contre-révolutionnaires comme ils disent à la télé, sur la télé chinoise. Nous sommes très déçus, nous, parce que le gouvernement a fait du peuple chinois un bouc émissaire de leur pouvoir, de leur guerre de pouvoir. Au total, plus de 3000 personnes venues demander l'arrêt immédiat des exécutions continuent ce qu'il est maintenant impossible de faire en Chine, réclamer la démocratie. La politique française, c'est aujourd'hui essentiellement la réunion des rénovateurs à Lyon avec en parallèle une mésaventure survenue à 4 d'entre eux voyageant dans un petit avion privé. Une panne de moteur survenue au-dessus de la ville les a obligés à atterrir en catastrophe en plein centre-ville sur la Saône. Heureusement, plus de peur que de mal, tout le monde en est sorti indemne et à peine mouillé. Quant à la réunion elle-même, eh bien, elle a eu lieu à l'hôtel de ville de Lyon, dans le fief du nouveau maire, Michel Noir, quelque peu refroidi par le succès de la liste européenne RPR-UDF, emmenée par l'ancien président Giscard d'Estaing dimanche dernier. Eh bien, les rénovateurs de l'opposition ont tout de même maintenu leur idée de créer un groupe unique de l'opposition à l'Assemblée nationale, contrairement à ce que souhaitent M. Chirac et les centristes. Les rénovateurs persévèrent donc, mais ils ne fixent plus de date pour réaliser leur ambition. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Leclerc et Jean-François Bernigo. Il y a 3 mois, la rénovation à droite démarre en fanfare. La jeune génération bouscule le jeu classique des partis de l'opposition, mais manque le rendez-vous de l'élection européenne. Mais à la veille de l'été, la course de vitesse à la rénovation a cette fois bien commencé. De Valéry Giscard d'Estaing à François Léotard, en passant par Jacques Chirac et sa jeune garde, tous, la semaine dernière, prennent des initiatives à l'intérieur des appareils. Les idées des rénovateurs sont désormais reprises par les aînés. Reste alors à reprendre le dessus et à se persuader qu'on est toujours présent, malgré peut-être les différences d'analyse entre Philippe Séguin et les autres, sur la nécessité ou non d'appeler à la constitution d'un grand parti. Tel ou tel homme politique ou responsable, plus attaché au patriotisme de son parti qu'à cet impératif catégorique de l'union et de la rénovation par la constitution d'une formation commune, pourra préférer le surplace, voire même de faire obstacle à cette volonté. En toute amitié, nous en prendrons acte, mais ceci ne nous écartera pas de l'objectif à atteindre. Chacun décline la rénovation à sa façon, au besoin même, en jouant sur les mots. Alors sera-ce un jour, parce que c'est une façon pour certains de poser le problème, la fusion, sera-ce autre chose? Je dirais volontiers, à la limite, qu'importe. Mais en attendant des jours meilleurs, les 12 préfèrent aujourd'hui au moins se féliciter d'avoir fait bouger l'opposition. Le serment de Lyon conclu aujourd'hui se traduit d'abord par un manifeste adopté à l'unanimité réclamant l'union et l'organisation d'un nouveau paysage politique français à droite tendant à la formation d'une seule composante. Un moyen d'exister et de serrer les rangs alors qu'aucun rendez-vous électoral majeur n'est fixé avant 3 ans. La volonté existe, on a pu le voir aujourd'hui, mais le pari restera bien difficile.
Puis encore, le Parti des écologistes français, réuni ce week-end à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, a décidé d'entreprendre des négociations avec ses principaux partenaires européens, les Verts allemands, pour former un groupe unique à l'Assemblée européenne de Strasbourg. Négociations qui s'annoncent difficiles dans la mesure où les écologistes allemands sont beaucoup plus politisés que les Français et très marqués à gauche, voire à l'extrême gauche. Les problèmes du logement. La loi Meignery a finalement la vie beaucoup plus dure qu'on aurait pu le penser. En effet, à l'occasion du congrès des promoteurs et constructeurs privés, le ministre du Logement, M. Besson, a annoncé que contrairement à ce qu'avaient demandé les socialistes à leur retour au pouvoir, eh bien, les avantages fiscaux attribués aux particuliers qui investissent dans l'immobilier de location ne seront pas supprimés. Au contraire même, eh bien, ces avantages vont être renforcés car l'investissement privé est indispensable au maintien du rythme de la construction en France. Enquête de Jean Pézieux et Pierre Issot-Sergent. Cadre commercial parisien, Christian Végère vient d'acheter un appartement destiné à la location. C'est son premier investissement immobilier. Il a pris un 2 pièces, payé 1 500 000. Les logements ici vont du studio aux 5 pièces. Christian Végère avait plus à placer, mais il a volontairement restreint son achat. L'avantage fiscal étant limité à 40 000 francs, compte tenu de la réglementation, je ne pouvais déduire que ce maximum en 89. Donc aucun intérêt à acquérir un appartement plus important. Non. Si l'opportunité se présentait, par exemple l'année prochaine, je pense que je me porterai acquéreur d'un autre appartement, et si possible plus important. L'investissement privé dans les grands logements pourrait se développer bientôt si le gouvernement suit les professionnels qui demandent que la réduction d'impôt, actuellement de 40 000 francs par ménage, soit portée à 80 000 francs, mais étalée sur 2 ans. La réduction équivaut à 10% de l'investissement plafonné à 400 000 francs, ce qui conduit à l'achat de 2 pièces. Monter le plafond à 800 000 francs permettrait l'achat de logements de 4 pièces. Les loyers, notamment à Paris, sont chers, petits ou grands logements. Mais on trouve aujourd'hui à louer des studios et des 2 pièces alors qu'ils étaient rares avant les avantages fiscaux. Ce qui est rare aujourd'hui, c'est le grand logement du 3 ou 5 pièces parce qu'on n'en construit pratiquement plus. D'où la mesure demandée. La construction repose sur l'épargne privée, puisque chacun sait que le financement public ne n'ira jamais plus loin qu'il ne va maintenant, il ira plutôt de façon dégressive. Donc c'est une mesure compensatrice et je crois que c'est une façon de maintenir l'activité économique et l'activité du bâtiment. C'est grâce en effet aux investisseurs, 20 000 logements l'an dernier, que le chiffre de 300 000 logements neufs a été maintenu. Après avoir donné satisfaction aux locataires et à la gauche en encadrant les loyers, le gouvernement socialiste ne peut que se montrer aimable avec les propriétaires privés. Un réalisme qui lui ferait gagner par an quelques 10 000 logements locatifs supplémentaires. La pollution. Après le pétrolier Exxon Valdez, souvenez-vous, au large de l'Alaska, nouvelle menace de marée noire sur la côte est des États-Unis. Menace moins grave, mais réelle tout de même. Un pétrolier grec s'est échoué hier soir avec à son bord 29 millions de litres de mazout. Mais à la différence de l'Exxon Valdez, il apparaît que cette fois-ci, le président des États-Unis, M. Bush, lui-même ayant été aussitôt alerté, eh bien les secours ont été très rapidement acheminés sur place. Marc Maisonneuve. Parti de la mer Noire, le World Prodigy, un pétrolier battant pavillon grec, convoie près de 29 millions de litres de mazout lorsqu'il s'échoue au large de Rhode Island. Tout près de la côte nord-est des États-Unis, une nappe de mazout de 8 km de long recouvre la mer. Le bâtiment éventré en 2 endroits n'est qu'à 5 km de Brenton Reef. Très vite, les secours interviennent, des barrages flottants sont mis en place, des pompes aspirantes vont permettre de remettre à flot le bateau, empêchant ainsi que le pétrole n'atteigne Newport, véritable nid de milliardaires américains. En Alaska, l'Exxon Valdez remis à flot. Le supertanker nord-américain, à l'origine d'une des plus grandes catastrophes écologiques qu'aient connues les USA, 40 millions de litres de brut s'étaient échappés de ses flancs, retourne en Californie. Ce bâtiment d'une longueur de 300 mètres doit y être entièrement reconditionné. Ces travaux dureront 9 mois au moins et on s'attend à ce que cela coûte plusieurs millions de dollars. Et puis cette dépêche datée de 19h30 et qui nous annonce une deuxième marée noire en 24 heures sur la côte est américaine. Cette fois-ci, c'est un pétrolier d'origine uruguayenne qui se serait échoué sur la côte est des États-Unis avec à son bord 72 millions de litres de mazout. Au terrible paradis des producteurs de drogue en Colombie, la police vient d'effectuer une opération de commando très spectaculaire dans plusieurs laboratoires et entrepôts, réduisant à néant un stock très important de cocaïne. Rémi Roche.
Ils appartiennent à une force d'élite de la police colombienne. Mission, livrer une guerre sans merci aux trafiquants de drogue, ici, dans la région de Medellín, la plus importante zone de production de cocaïne du monde. Quelques mines d'abord pour rendre inutilisable cette ancienne route aménagée en piste d'atterrissage. Au bout, le laboratoire de transformation mystérieusement déserté à l'arrivée du commando. À l'intérieur, tout ce qu'il faut pour produire la drogue. Jerrycans d'éther, d'acétone, des fours à micro-ondes, tout doit être détruit. Par dizaines, des bidons remplis de cocaïne, ils doivent aussi disparaître. Coup de feu pour incendier le tout. Quelques dernières rafales en quittant les lieux. La semaine dernière, au cours de cette opération Rainbow, 10 laboratoires sont ainsi partis en fumée. Ils produisaient plus d'une tonne de cocaïne par jour. On passe du coq à l'âne et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'animaux. Tout au long de ce samedi sur Antenne 2, vous avez pu suivre et vous allez encore suivre l'opération Sauvons les animaux engagée aux côtés de la SPA. Il s'agit en fait de trouver les fonds nécessaires pour faire fonctionner des dispensaires pour animaux où pourront se rendre tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens suffisants pour faire correctement soigner leurs compagnons. Il faut rappeler un chiffre, je crois, on comptabilise en France plus de 8 millions de chiens. Enquête de Marc Maisonneuve et Jean-Louis Bousser. Liévin, une petite ville du nord de la France. Ici, la mine a fait vivre et mourir plusieurs générations. L'arrêt des puits, la crise vont contribuer à créer une zone urbaine où la vie n'est pas facile. Pour les plus démunis, pour ceux qui ont tout juste l'indispensable, malgré une vie de travail, avoir un animal est un réconfort quotidien. Ça ne vous paraît pas être un luxe d'avoir un chien? Un luxe? Ah non, pour moi, si, un luxe, non. Disons, c'est un plaisir, quoi, c'est une compagnie. On ne peut pas faire sans chien à la maison, ça nous fait une compagnie, on n'a pas d'enfant, ça nous fait un enfant, quoi. Ouais. Mais ça vous coûte cher quand même pour le nourrir. Oh, pas tellement. Hein, qu'est-ce que c'est? Ils mangent comme nous. Hein, ils mangent nos restes, ils mangent un petit morceau de viande par-ci, un petit morceau de viande par-là. Ils mangent comme nous, exactement comme nous. Elle a sa place à la maison comme un gosse, quoi. Pourtant, impossible de payer un vétérinaire traditionnel. Il n'a plus. Voilà. C'est un bisou. Allez. On voit beaucoup de gens qui ne rencontreraient pas ailleurs que chez d'autres vétérinaires, c'est certain. Pour quelle raison? Du financier. Bon, surtout qu'ici sur le Liévin, on est quand même dans une ancienne zone minière. Donc il y a énormément de gens au chômage, ou d'anciens retraités des mines, et beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de ressources. À l'intérieur de ce dispensaire de la SPA, gratuitement, des vétérinaires tatouent, vaccinent, soignent des chiens ou des chats. Surtout, ils les stérilisent afin d'éviter leur prolifération, limitant aussi le nombre des abandons. Grâce au dispensaire, ceux qui n'ont pas assez d'argent pour assumer des traitements onéreux gardent un animal en bonne santé. Il faut un dispensaire pour que ceux qui désirent un animal et qui ont parfaitement droit à la tendresse d'un animal puissent l'avoir. À Liévin, comme dans 4 autres villes de France, Rouen, Amiens, Lyon et Paris, des dispensaires SPA ont été créés. Ils donnent aux possesseurs d'animaux domestiques l'assurance de trouver la compétence qu'il faut pour soigner leurs compagnons. Une compétence qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir et qui ne peut être l'apanage d'une poignée de nantis. En France, il y a un animal dans un foyer sur 2. Oui, et pour autant, ces animaux qu'une majorité de Français donc aiment et adoptent comme compagnons de vie ne sont pas sans provoquer des nuisances. Il est aussi honnête de le souligner. Nuisances et risques de maladies qui coûtent cher à la collectivité au point que régulièrement dans les grandes villes, eh bien, la menace est brandie d'une taxe pour les propriétaires de chiens. Et à ces animaux domestiques, eh bien, il faut ajouter certains oiseaux comme les pigeons. Enquête de José Blanc-Lapierre et Roger Motte. Souilleurs de façade et porteurs de maladies, aux États-Unis, les pigeons s'appellent les rats volants. Paris les aime, mais limite leur nombre. Pose d'aiguilles dissuasives, amende de 800 francs pour les nourrir sur la voie publique, distribution 2 fois par an de graines contraceptives. Il ne serait plus que 40 000 aujourd'hui. Pour en arriver là, voici la méthode. Ces coups de filet ont lieu tous les jours.
Les pigeons malades sont éliminés, les autres sont, paraît-il, relâchés. Même problème avec les chats errants, risque de maladie et prolifération incontrôlable. Dans le cimetière de Montmartre, ils sont 250. La mairie ferme les yeux sur l'association qui les nourrit chaque jour et transforme les tombes en litières. Mais quand le nombre de plaintes s'accélère, la fourrière fait une descente, capture les malades et les livre à la SPA. Pour gérer les animaux de la ville, beaucoup de diplomatie s'impose. Je crois, si vous voulez, qu'à notre manière, ferme, mais non coercitive au sens agression des bêtes, nous essayons de gouverner, c'est-à-dire de faire les deux parties. Car vous avez exactement à Paris 50% de gens qui sont pour la présence des bêtes à Paris, et vous avez 50% de gens qui se plaignent des crottes de chiens. C'est le dossier même qu'on ne peut pas arbitrer par le nombre. 8h moins 10, la horde des Yamaha vertes part à l'assaut des trottoirs parisiens. Mission, le ramassage des crottes de chiens. Distance nettoyée, 3000 km par jour, coût 35 millions de francs par an. Mais ce dispositif reste insuffisant pour les 250 000 chiens avec propriétaires recensés à Paris. Des décrochages sur les trottoirs sont à laisser. À la rentrée, un code du chien en ville sera imposé. L'âge d'or de l'automobile de compétition, c'était entre 1930 et les années de l'après-deuxième guerre mondiale. Ce week-end, sur l'historique circuit de Montlhéry, dans la grande banlieue parisienne, tous les amateurs et ceux qui aiment les belles choses pourront admirer ces voitures qui nous ont fait rêver, présentées par des équipes qui, tout au long de l'année, récupèrent une pièce ici ou là pour que roulent à nouveau ces magnifiques machines. Reportage de Thierry Calmette et Bernard Berlier. Anneau de vitesse de Montlhéry, ostinilé avec des yeux de crapaud, la Mini Cooper attaque. Des images tournées hier, mais hier matin, pas en 1969. Pour courir avec des voitures d'époque de compétition, VEC, il faut d'abord trouver l'épave et la restaurer, puis effectuer la préparation course à l'identique. Tout se passe ici dans un petit garage de la banlieue parisienne. Il ne reste que quelques heures avant les essais de Montlhéry. Ambiance tendue, car lorsque les adultes s'amusent avec leurs jouets, tout devient très sérieux. À l'heure actuelle, les gens qui avaient 17-18 ans dans les années 65, maintenant se retrouvent avec avoir entre 35 et 40 ans. Ils sont assis socialement, ils ont envie de se faire plaisir. Et je crois que c'est vraiment un bon palliatif pour rentrer dans la compétition automobile sans justement rentrer dans la moderne qui est très chère. Aux coupes de l'âge d'or, quelques privilégiés. Les écuries presque officielles comme Ferrari, bien sûr. Les 300 autres concurrents sont souvent propriétaires de leur bolide. Du garagiste au cadre supérieur, tous partagent la même passion. Et pour se faire aider, on recrute tout azimut. Parmi les pilotes du Team 60, on trouve aussi bien un jeune très célèbre, venu pour donner un coup de main, mais aussi pour s'amuser, que la propre femme de l'animateur. Aucune idée de ce que vaut ma voiture dans la classe dans laquelle je cours, mais en tout cas, bon, je vais essayer, je vais faire le maximum. C'est la première fois que vous la prenez, cette voiture? C'est la première fois que je prends cette voiture et c'est la première fois que je tourne sur le circuit de Montlhéry. Mon mari m'a bien eu. Les 3 premières années, je n'étais pas vraiment passionnée. En bonne épouse, je l'ai accompagnée pendant 3 ans. Et puis, je me suis trouvée un peu... Je m'ennuyais sur les circuits, donc je me suis mise à courir et maintenant, je suis passionnée. J'ai fait qu'une course cette année et ça me manquait, vraiment. Mais l'âge d'or demeure essentiellement masculin. Vivre pour de vrai les jeux de la cour de récréation. Et puis, c'est n'importe comment, ce sont des jouets de gamins. On a toujours été un peu gamin. Des gamins qui, à 200 à l'heure, dans une Lotus 7, se font parfois très peur, mais en VEC, les accidents graves sont très rares. Et le bricolage se prolonge jusqu'au dernier moment. Pour arriver à la perfection, sensualité et émotion, on en oublierait presque de concourir. Il faut que je cours demain après-demain, oui. On va essayer. C'est pour ça d'ailleurs depuis 2 ans que j'ai monté l'écurie, qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Je marque de moins en moins de points au championnat de France. Les coupes de l'âge d'or attirent chaque année des dizaines de milliers de spectateurs supplémentaires. Un peu pour le frisson esthétique, beaucoup pour la nostalgie, pour revivre l'époque où l'automobile, c'était d'abord un plaisir.
Sur 2 roues seulement maintenant. Cet après-midi à Montluçon, victoire d'Éric Caritou dans le championnat de France cycliste professionnel. Le champion n'a pas eu à endosser le maillot tricolore puisqu'il l'avait déjà remporté la compétition l'année dernière. Claude Aymar. Il est en forme, Laurent Fignon. Après sa superbe victoire en Italie, c'est le favori de ces championnats de France. C'est d'ailleurs lui qui va ramener le peloton sur toutes les échappées. Sur toutes, sauf sur la dernière. On y retrouve Boyer, c'est lui qui la provoque dans les 20 derniers kilomètres. Gaillan, Ruet, Gaigne, Pellier, Caritou, Bézot, Leclerc, Jourdan et Lavenue. Fignon essaie bien de réagir, il démarre tout seul, mais ne reviendra pas cette fois. Les 10 hommes comptent rapidement 30 secondes, 45 secondes, puis 1:30 d'avance sur le peloton à 5 km de l'arrivée. On se prépare alors au sprint, mais dans le dernier kilomètre, Bézot et Caritou parviennent à s'extraire. Bézot, l'espoir numéro 1, Caritou, le champion de France en titre. Caritou qui reste jusqu'à 300 mètres de la ligne dans la roue de Bézot, et puis qui démarre, irrésistible. Au classement final, Éric Caritou l'emporte donc et réalise le doublé. Deuxième, Laurent Bézot. Troisième, Martial Gaillan à 14 secondes. Voilà, une autre arrivée maintenant à 4 pattes. Celle-là, il s'agit du tiercé et du quarté plus qui se couraient cet après-midi à Longchamp. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 2 et le 12. Petit tiercé, 750 francs. Pour ce qui concerne le quarté plus, vous ajoutez le 5 et vous gagnez 3700 francs et 80 centimes. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien entendu, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre, suivi d'un Champs-Élysées spécial belge. Mais ce n'est pas une blague. Aux alentours de 0h, 0h05, eh bien, vous retrouverez Jean-Claude Alanic pour les toutes dernières informations de ce samedi. Quant à moi, je vous dis bonsoir, excellente soirée sur notre chaîne et à demain, 13h. Purge à la tête du PC chinois, le secrétaire général Zhao Ziyang, qui était favorable aux réformes, a été remplacé par l'ancien maire de Shanghai, Jiang Zemin. À Lyon, les rénovateurs proposent la formation d'un groupe unique de l'opposition à l'Assemblée nationale, mais ils ont évité de jeter de l'huile sur le feu. Deuxième maillot tricolore pour Éric Caritou. Il a remporté cette année encore le championnat de France de cyclisme professionnel à Montluçon. Bonsoir, nous développerons ces titres dans quelques instants, mais pour commencer, le drame de celles qu'on appelle les mères d'Alger. Il s'agit de Françaises ayant épousé des Algériens. De part et d'autre de la Méditerranée, on se dispute les enfants. 13 mères ont pris l'avion ce soir, une nouvelle fois pour Alger. Le reportage de Valérie Fourniou et de François Landesmann. Les mères d'Alger, voilà 1 an qu'elles attendent. Une visite, un sourire, mais celui de leur enfant, là-bas, resté avec leur père en Algérie. Ce soir, elles ont choisi de partir, certaines sans visa, pour tenter l'impossible, l'interdit. Nous voulons simplement négocier un geste humanitaire pour permettre à des enfants de venir cet été, puisqu'en principe, aucun ne viendrait, malgré les efforts de la commission qui a examiné pratiquement tous les dossiers. Tant que les procédures juridiques ne sont pas terminées, les enfants ne pourront pas venir dans le cadre du transfrontière. Le dossier de Jocelyne, celui de son fils, qu'elle n'a pas vu depuis 1 an, s'enlise dans les procédures, comme 80% des dossiers. Depuis la convention franco-algérienne de juin 88, seuls 37 cas ont pu être définitivement réglés. Je suis venu à Orly pour essayer de leur faire comprendre que leur dossier était sur la bonne voie et que si je comprends leur douleur, je crois que leur action est plus affective que raisonnée. Ce qu'elle demande, ce n'est pas quelque chose de politique ou de juridique, elle demande un geste humanitaire, ce qui n'est pas la même chose. Les dossiers et les frontières sont des choses bien théoriques par rapport à des déchirements des mères par rapport aux enfants qui ne sont pas retraçables dans des papiers. 13 femmes qui expriment leur souffrance, le désir de revoir leur enfant cet été. Pour les vacances, un droit qu'elles renégocient imperturbablement chaque année.
En Chine, Zhao Ziyang, le secrétaire général qui dirigeait le Parti communiste pendant la révolte de la place Tiananmen, a payé pour son indulgence à l'égard des étudiants. Il a été limogé et remplacé par l'ancien maire de Shanghai, Jiang Zemin. Jérôme Bonny. Jiang Zemin, le tombeur de Zhao Ziyang. Réformateur, mais avec une prudence presque féline, en suivant le courant, toujours à l'ombre de Deng Xiaoping, dont la vieille garde semble aujourd'hui triompher. De sa résidence de Shanghai, Jiang répond ici à une interview de la télévision yougoslave en 87, alors qu'il est encore maire de la vitrine de la Chine. Mais la victoire de Deng, aujourd'hui, ce n'est pas cet apparatchik policé au profil bas, dont on ne sait pas combien de temps il pourra rester à la tête du parti. Non, la victoire des conservateurs, c'est la belle unanimité avec laquelle les membres du comité central, enfin réunis, ont voté l'éviction de son prédécesseur. Zhao Ziyang, accusé d'avoir soutenu le mouvement contre-révolutionnaire des étudiants. Ici, le 19 mai, il s'excuse auprès d'eux d'être arrivé trop tard. Il sait que dans quelques heures sera proclamée la loi martiale. Son successeur, lui, fut le premier haut dignitaire régional du parti à approuver publiquement cette loi martiale. Et puis manifestation cet après-midi à Paris, à l'appel de SOS Racisme et de la coordination des étudiants chinois. 3000 personnes ont défilé de la Bastille à la République après avoir inauguré symboliquement une réplique de la statue de la démocratie détruite sur la place Tiananmen par les chars de l'armée. Parmi les manifestants, Pierre Mauroy, Harlem Désir, Bernard Kouchner, Madame Anienne et la cantatrice Barbara Hendricks. Les rénovateurs réunis à Lyon autour de Michel Noir après les résultats des élections européennes, ils ont revu leurs ambitions à la baisse, mais ils ont maintenu l'idée de créer un groupe unique de l'opposition à l'Assemblée nationale. Véronique Saint-Olive et Claude Bellec ont suivi ces travaux. 2 mois de débats, de discussions, d'affrontements, de récupération. Les rénovateurs, décidément, ont la peau dure. Noir, Millon, Barnier, Carignon et les autres continuent. Ils l'ont dit toute la journée, chacun à sa façon. L'union et la rénovation, c'est une œuvre de longue haleine. Car contrairement à ce que certains espéraient, contrairement même à ce que certains redoutaient, aujourd'hui, 24 juin, nous rénovateurs, nous ne casserons pas l'opposition. Nous ne ferons ni coup médiatique, ni coup politique. Nous affirmerons tout simplement notre refus du statu quo. Pour Philippe Séguin, l'exercice est difficile. Avant-hier, il approuvait Jacques Chirac dans son refus d'une fusion des partis de l'opposition. Aujourd'hui, il signe la motion des rénovateurs, favorable à un groupe unique à l'Assemblée nationale et à l'organisation à terme d'une formation unique. Dans le grand chambardement de la recomposition du paysage politique, les rénovateurs s'épuisent à conserver leur spécificité. Ils l'ont dit aujourd'hui, il n'est pas question pour eux de renier les partis traditionnels, ni a fortiori les chefs qui les dirigent. Alors, ils se battent pour faire passer leurs idées. Il n'y aura pas d'élection au cours des 3 ans à venir. Le temps pour eux de se faire leur place au soleil et de se ranger le moment venu derrière celui qui apparaîtra comme le meilleur leader de l'opposition. En marge de cette réunion, on ne pourra pas reprocher à 3 élus rénovateurs qui venaient de la Mayenne dans un petit avion de ne pas s'être mouillés. À la suite d'une panne de moteur, leur avion s'est posé en catastrophe sur la Saône, en plein centre de Lyon. Plus de peur que de mal. Les 3 élus et le pilote s'en sont sortis avec seulement quelques blessures. 82 ans après le premier raid automobile entre Pékin et Paris, on a pris les mêmes voitures pour recommencer. Comme en 1907, l'Itala, c'est le nom de la voiture, a parcouru les 22 000 km lentement mais sûrement. Une précision, le raid est parti de Pékin le 24 mars et a quitté la Chine avant les événements. Valérie Fourniou était à l'arrivée ce matin à Paris. Dernier préparatif, dernier réglage. Dans quelques heures, cette voiture, l'Itala, va tenter de renouveler son exploit. Relier Pékin à Paris, comme en 1907. Place Tiananmen, ce 24 mars, les derniers sourires du peuple chinois l'accompagnent dans ses premiers mètres. 82 ans après, l'itinéraire est entièrement différent et bien plus long. Cette fois, 22 000 km et 90 étapes l'attendent. Des passants aussi, des pèlerins, comme ces moines bouddhistes.
L'Itala, malgré sa robustesse, ses 4 tonnes et son équipe technique, celle de la Fiat, connaît quelques difficultés. Au col du Soleil et de la Lune, c'est la neige qui est au rendez-vous, le froid. Puis, ce sont les routes défoncées où le bitume est encore inconnu. L'armée devra intervenir avec de l'explosif pour dégager la voie. « 10 300 km parcourus, encore 10 pays à traverser. Après la Chine, le Pakistan, l'Iran, puis direction Moscou, Varsovie, Berlin-Est et Bruxelles, sur des routes de plus en plus fréquentables. Enfin, ce matin, après 3 mois de route, la légendaire Itala est arrivée à Paris. L'équipe italienne a renouvelé l'exploit du comte Borghese sans trop de problèmes. La panne la plus grave, rupture d'un ressort, pas même une crevaison. En boxe, on vient de l'apprendre, le combat que devait livrer le Français Christophe Thiozo à Atlantic City contre l'Américain Reggie Barnes a été annulé. Les règles de qualification de Thiozo n'étaient pas remplies selon la commission de boxe du New Jersey. Nouveau succès pour Eric Caritou. Cette fois-ci, on est passé, donc de la boxe, on parle de vélo. Donc Caritou a remporté une nouvelle fois le titre de champion de France de cyclisme professionnel. Claude Aymar. Il est en forme, Laurent Fignon. Après sa superbe victoire en Italie, c'est le favori de ces championnats de France. C'est d'ailleurs lui qui va ramener le peloton sur toutes les échappées. Sur toutes, sauf sur la dernière. On y retrouve Boyer, c'est lui qui la provoque dans les 20 derniers kilomètres. Gaillan, Ruet, Gaigne, Pellier, Caritou, Bézot, Leclerc, Jourdan et Lavenue. Fignon essaie bien de réagir, il démarre tout seul, mais ne reviendra pas cette fois. Les 10 hommes comptent rapidement 30 secondes, 45 secondes, puis 1:30 d'avance sur le peloton à 5 km de l'arrivée. On se prépare alors au sprint, mais dans le dernier kilomètre, Bézot et Caritou parviennent à s'extraire. Bézot, l'espoir numéro 1, Caritou, le champion de France en titre. Caritou qui reste jusqu'à 300 mètres de la ligne dans la roue de Bézot, et puis qui démarre, irrésistible. Au classement final, Éric Caritou l'emporte donc et réalise le doublé. Deuxième, Laurent Bézot. Troisième, Martial Gaillan à 14 secondes. Pour les joueurs et les parieurs en tout genre, le loto, le tiercé, le quartet, avec Monique Francard. Le tirage du loto national, si vous avez coché le 12, le 14, le 30, le 33, le 34, le 38 et le 43 comme numéro complémentaire, vous avez gagné. Le tiercé à Longchamp, la combinaison gagnante, le 4, le 2 et le 12, vous rapporte 750 francs dans l'ordre et 150 francs dans un ordre différent pour 5 francs. Le quartet plus, 4, 2, 12 et 5, un petit rapport, 3700 francs et 80 centimes dans l'ordre, dans un ordre différent, 462 francs et 60 centimes, le trio, 42 francs 60 pour 6 francs. Les pronostics de Pierrette Bresse pour demain à Longchamp, dans le prix Givenchy, le 5, le 2, le 8, le 3, le 4, le 7, le 12 et le 9. Sauvons les animaux. Depuis ce matin, depuis hier matin d'ailleurs maintenant, Antenne 2 et la SPA se sont mobilisés pour recueillir des fonds qui permettront de développer des dispensaires sociaux pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs bêtes. Après la météo, Lionel Cassan fera à nouveau le point sur cette opération. Je vous rappelle que vous pouvez téléphoner au 47 30 33 33, 16 1 devant si vous habitez la province, ou tapez sur votre Minitel 36 15 code A2 pour vous procurer le jeu de société Sauvons les animaux qui servira à financer les dispensaires. Dans quelques instants, José Blanc-Lapierre pour le temps qu'il fera demain. Vous rendez-vous avec l'information dimanche à 13 h et 20 h avec Daniel Bilalian. Et à demain soir, bonne fin de soirée.